Elle a tué plus d'êtres humains que la guerre, la famine ou n'importe quel empire dont on puisse prononcer le nom. Un parasite microscopique qui nous suit à travers l'histoire et la réécrit en silence. En 1967, pendant la guerre du Vietnam, ce n'était au palais Bal qui terrorisait le plus les commandants. C'était le paludisme. Les soldats pouvaient avoir des blindages et un appui aérien et pourtant s'effondrer sous la fièvre, les frissons, le délire et la mort. Les armées les plus puissantes du monde perdaient contre quelque chose d'invisible. À ce moment-là, le cauchemar empirait. Les médicaments standards échouaient, la résistance se propageait. Et le monde avait besoin d'une arme que la science moderne ne semblait pas avoir. Alors la Chine n'a pas regardé vers l'avant. Elle a regardé vers l'arrière dans des écrits médicaux si anciens qu'ils appartenaient à une autre civilisation. Pas un manuel de laboratoire, pas une base de données pharmaceutiques, un archive interdite datant de l'an 340 après J.-Lacéacée. C'est là que l'histoire d'une mauvaise herbe devient une percée mondiale. Bienvenue sur Mémoire des plantes. Sous la dynastie des Jin orientaux, un savant médecin nommé Jeong rassemble des remèdes d'urgence, des instructions pratiques de faites pour survivre, pas pour théoriser. Parmi des centaines d'entrées, une prescription se distingue pour les fièvres intermittentes, ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le paludisme. La plante s'appelle Qingao, l'armoise annuelle Sweet Wormwood, mais ce qui rend l'entrée extraordinaire, ce n'est pas la plante. C'est la méthode. Il ne dit pas de la faire bouillir, il ne dit pas de la chauffer. Il dit de la faire tremper dans l'eau, d'en presser le jus et de le boire, à froid, simple. Précis. Pendant des siècles, ce détail a semblé insignifiant, comme une superstition ou une habitude folklorique vague. Puis l'histoire accélère. Sous la dynastie Ming, le Qingao est à nouveau mentionné comme remède contre la fièvre. Son usage s'ancre dans la tradition. Et puis le monde arrive en 1977, avec des corps qui s'accumulent à cause d'un parasite qui ne respecte plus la médecine moderne. À Pékin, un programme d'urgence secret est lancé pour trouver un traitement rapidement. On teste d'innombrables candidats, les résultats déçoivent. Et quelqu'un prend une décision désespérée qui change tout. Arrêter de chercher uniquement une nouvelle chimie et traquer de vieilles instructions que la science moderne avait ignorées. En 1969, le projet fait venir une chercheuse nommée Tu Youyou. Sa mission paraît presque impossible, fouiller les textes médicaux anciens et en extraire quelque chose que la science du XXe siècle a manqué. Elle et son équipe parcourent des milliers de recettes traditionnelles. Ils testent des centaines d'extraits issus de nombreuses plantes. La plupart échouent, certaines donnent l'illusion d'une piste, puis s'effondrent. Mais une plante revient sans cesse comme un signal enfoui dans le bruit. Artemisia annua, l'armoise annuelle, Qingao. Au début, c'est un cauchemar scientifique. Il la prépare de la façon normale. Eau chaude, ébullition, extraction standard. Et les résultats sont incohérents. Un jour ça marche, le lendemain ça échoue. L'équipe est piégée entre deux réalités. Les textes anciens affirment que la plante fonctionne, mais le laboratoire n'arrive pas à la rendre fiable. Alors, tu retournes à la phrase que tout le monde traitait comme une note de bas de page. Jeong n'a jamais dit de la faire bouillir. Il a dit tremper, presser, boire le jus. Ce n'est pas de la poésie, c'est du contrôle de procédé. Il change donc une seule chose, celle que les labos modernes supposaient sans importance. Pas de chaleur, extraction à basse température, et soudain la plante cesse de mentir. L'efficacité se stabilise. Le composé actif survit. En 1971, l'équipe isole une substance d'une puissance extraordinaire contre le paludisme lors des tests sur animaux. La question devient alors terriblement simple. Est-ce que ça marchera chez l'humain et est-ce que ça éliminera le parasite sans tuer la personne? C'est le moment où l'histoire bascule de la recherche vers le courage. Tu et ses collègues se portent de volontaires comme premier sujet. Sans filet, sans gloire, juste la responsabilité. Ils survivent. Les essais suivent. Les patients guérissent. Une arme a enfin été trouvée. Le composé sera connu dans le monde entier sous le nom d'artémisinine. Et des années plus tard, après que des millions de vies ont été touchées par des thérapies nées de cette découverte, Tu Youyou se tient sur la scène du Nobel, preuve qu'une mauvaise herbe, guidée par une phrase antique, peut dépasser un empire de technologie moderne. Mais c'est ici que Mémoire des plantes pose la question qui dérange. Si cette plante a contribué à transformer la médecine mondiale, pourquoi continue-t-on à mettre en garde les gens contre la plante elle-même ? L'artémisinine fonctionne parce qu'elle porte dans les feuilles un piège moléculaire, un pont endoperoxyde, une structure rare qui réagit violemment avec le fer. Ce détail est crucial parce que les parasites du paludisme survivent en consommant l'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges. Ils baignent dans le fer, ils sont chimiquement prêts. Quand l'artémisinine entre dans le parasite, le fer déclenche la rupture de ce pont, libérant des radicaux libres destructeurs comme une bombe microscopique qui explose de l'intérieur. Le parasite meurt vite. En quelques heures, pas en quelques jours, plus vite que les anciens médicaments qui perdaient déjà la course. Cette découverte devient un tournant majeur dans la lutte moderne contre le paludisme. Les thérapies à base d'artémisinine se diffusent. Les taux de mortalité baissent. Des millions de vies sont épargnées. Alors pourquoi le discours autour de la plante reste-t-il enveloppé de peur ?
L'explication officielle paraît raisonnable. La plante entière peut varier en puissance, le dosage peut être irrégulier, et un mauvais usage pourrait contribuer à la résistance. En situation d'urgence médicale, il faut un médicament fiable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que les mises en garde ne se contentent pas d'orienter vers un usage sûr, elles orientent vers une seule voie, le comprimé, l'extrait, la chaîne d'approvisionnement centralisée. Et c'est là que l'argent entre dans la pièce. Le marché mondial des traitements à base d'artémisinine est important et en croissance. De grandes entreprises pharmaceutiques ont investi dans la production d'artémisinine via des systèmes industriels contrôlés, y compris une production semi-synthétique utilisant des microbes modifiés. Ce type de production n'a pas besoin de paysans, il n'a pas besoin de jardins, il n'a pas besoin que les communautés détiennent le savoir. Il centralise la cure. Comparé maintenant avec l'alternative mise en avant, Artemisia annua n'est pas rare. Les graines sont peu coûteuses. La plante pousse facilement. Elle tolère des sols pauvres. Elle peut être récoltée à plusieurs reprises. En théorie, un petit jardin pourrait fournir des mois de préparation traditionnelle. Si des communautés vivant dans des zones à paludisme pouvaient la cultiver largement et apprendre des méthodes de préparation contrôlées, la dépendance diminuerait. La chaîne usine-distributeur-pharmacie s'affaiblirait. Les gens ne seraient plus des clients par défaut. Et cela menace tout le modèle. Mais le paludisme n'est que la première couche de l'histoire. Parce qu'une fois le mécanisme déclenché par le fer compris, les scientifiques ont posé une deuxième question. Qu'est-ce qui d'autre fonctionne au fer ? Les cellules cancéreuses, elles aussi, raffolent du fer. Elles en captent bien plus que les cellules normales pour continuer à se diviser, c'est pourquoi le récit avance une seconde possibilité controversée. Si la puissance de l'artémisinine est déclenchée par le fer, alors les cellules cancéreuses, avides de fer, pourraient être particulièrement vulnérables. C'est ce qui a poussé des chercheurs à explorer des espèces d'armoises au-delà du paludisme, notamment à partir des années 1990. Puis l'histoire s'élargit vers quelque chose de plus ancien que les laboratoires, les parasites. L'armoise a une longue réputation de plante amère utilisée pour chasser les vers intestinaux. Le récit renvoie à des recherches modernes et à des études animales qui font écho à cet usage traditionnel, suggérant que des composés de l'armoise peuvent perturber certains parasites et aider à les expulser. Une idée séduisante dans les régions où les antiparasitaires modernes en sont coûteux ou difficiles d'accès. Et pourtant, selon la vidéo, le récit public met rarement en avant ces possibilités au niveau de la plante. Il reste focalisé sur la voie pharmaceutique approuvée. Alors comment garder une plante sous contrôle sans l'interdire ? On rend les gens peur de son nom. La cousine de l'armoise annuelle, Artemisia absinthium, est devenue célèbre via l'absinthe, la fée verte de l'Europe du XIXe siècle. Puis, un fait divers sensationnel et une panique morale ont transformé l'absinthe en symbole de folie. On a blâmé l'armoise. La tuyonne a été présentée comme le poison. Au début des années 1900, les interdictions se propagent. Mais des analyses plus tardives d'anciennes bouteilles ont montré une chimie qui ne collait pas au mythe. Une grande part de la folie venait de l'abus d'alcool et parfois d'adultérants dangereux dans des marques bon marché. Les interdictions ont été levées des décennies plus tard, mais la leçon est restée. Si vous pouvez coller la peur à une plante, vous n'avez pas besoin de l'interdire. Les gens s'autocensurent. C'est le parallèle que le récit veut vous faire voir. Contrôler le discours de la sécurité, monter les barrières, et la seule option jugée responsable devient l'extrait, le comprimé, produit à l'intérieur d'un système qui peut être possédé. Pour être juste, la vidéo insiste sur un point. Le paludisme est mortel. Si vous êtes malade, vous avez besoin d'un traitement dont vous savez qu'il fonctionne. L'artémisinine est une vraie science, et les thérapies modernes sauvent des vies. Le problème n'est pas la découverte. Le problème, c'est l'accès, et qui décide à quoi doit ressembler cet accès. Parce que la plante brute peut varier. Le dosage peut être flou. Un mauvais usage peut contribuer à la résistance. Ces inquiétudes ne sont pas imaginaires. Mais la question inconfortable demeure. Pourquoi la conversation se termine-t-elle si souvent sur la peur plutôt que sur l'éducation ? Pourquoi dit-on au public « ne la cultivez pas » au lieu d'enseigner « voici comment des communautés peuvent la cultiver et la manipuler en sécurité ». Le récit pointe des modèles réels où la culture locale et la formation ont été utilisées, montrant que le contrôle de qualité n'exige pas automatiquement la propriété corporative. La différence est simple, quand les communautés cultivent leur propre médecine, elles cessent d'être des clients. Elles deviennent autonomes. Et l'autonomie brise le modèle du profit. Une plante que vous pouvez cultiver est difficile à monopoliser. Un composé que vous pouvez breveter est facile. Tu Youyou a appelé l'artémisinine un cadeau de la médecine traditionnelle chinoise au monde. Mémoire des plantes traite cette phrase comme un avertissement. Le savoir ancien peut encore surpasser les systèmes modernes, mais les systèmes modernes chercheront toujours à réduire ce savoir à quelque chose de contrôlable. Ils peuvent décourager l'infusion. Ils peuvent stigmatiser la plante, ils peuvent présenter le jardin comme dangereux. Mais ils ne peuvent pas breveter une mauvaise herbe. Si vous voulez que l'on ouvre le prochain coffre, une autre plante à l'histoire cachée et un système moderne qui préférerait que vous ne la remarquiez pas,
abonnez-vous à Mémoire des plantes et écrivez un mot en commentaire armoise.